Bonjour à tous, dans notre série Histoire d'Alia, nous sommes aujourd'hui avec un politologue, Stéphane Vanish, bonjour. Bonjour. Et nous sommes dans un parc, comme vous le voyez, un parc magnifique de Tel Aviv, du centre de Tel Aviv, qui s'appelle Meir Dizengoff, du nom de l'ancien maire de Tel Aviv, bien connu. Peut-être qu'on peut dire un mot de ce lieu, Stéphane Vanish. Vous êtes arrivé ici il y a un peu plus d'un an maintenant, et vous connaissez bien la ville. Et ce lieu, même pour un politologue, pour quelqu'un qui s'intéresse à la chose publique, il a son importance, ce parc Dizengoff. Oui, alors ce parc existe avant l'État, largement avant l'État. Et en fait, j'ai vu dans un musée une affiche où il y avait l'affiche de recrutement de salle, le premier recrutement de salle en 1948, où c'est au Gad Meir, donc au parc Meir, que l'on devait se rendre pour s'inscrire à Tsahal, pour la guerre d'indépendance. C'est ça, donc c'était là où nous sommes avant même 48. Avant la création de l'État. Et avant même la création de l'État, et c'était le lieu de rassemblement politique. Ça c'est important. Maintenant c'est Kikar Rabin, c'est la place de la mairie qui est le lieu de rassemblement politique à Tel Aviv. Avant la création de la nouvelle mairie dans les années 60, 70, c'était ici le centre politique de Tel Aviv et même de l'État, et c'est pour ça qu'il y a le siège du Likoud juste à côté, juste en face du Gad Meir. Le Likoud a une petite tour qui est son siège historique. Encore un mot sur ce Dizengoff dont on parle beaucoup, qui était très présent ici. Politiquement, c'est quel genre de personnage? Alors, Meir Dizengoff, c'est celui qui a fait la ville moderne de Tel Aviv. C'est le maire du Baos. C'est le fait qu'on est classé UNESCO aujourd'hui. C'est un maire il est d'origine allemande. Il a construit, quand les Juifs allemands sont arrivés, il y a eu 100 000 Juifs allemands qui sont arrivés en 1930. En fait, c'est fait 25% de la population. C'est à peu près l'équivalent à l'époque de l'immigration soviétique des années 90. Et donc, aussitôt, ces personnes ont pris toute leur part dans la vie civique. C'est moins qu'on puisse dire, parce qu'ils ont pris énormément de postes importants. Et les architectes du Baos ont construit ce quartier et les quartiers d'à côté ont construit des centaines et des centaines d'immeubles Baos qui, aujourd'hui, c'est une pièce de collection, quoi. C'est un petit bijou pour ceux qui aiment cette architecture. Comme vous, apparemment. J'adore. Alors, ça fait un peu plus d'un an que vous êtes venu vous installer en Israël, que vous avez fait votre alia. Dites-nous comment cette décision s'est prise, dans quelles conditions, les raisons pour lesquelles vous en êtes venu à prendre cette décision. La décision s'est faite lentement et pour de multiples raisons en fait. Première raison, mais pas essentielle, mais effectivement aussi, c'est que mes enfants étaient déjà partis. Donc mon fils est parti il y a 10 ans maintenant, enfin ils sont partis à 18 ans après leur bac, et ma fille ça fait 4 ans. Alors on a attendu que ma fille soit certaine de rester parce que c'était pas un sionisme débordant contrairement à son frère. Mais le pays lui a beaucoup plu, maintenant elle a fait l'armée, enfin elle fait ses études, enfin il n'y a pas de souci. Deuxième raison, c'est la vie en France tout simplement. On avait une bonne place, on travaillait bien, il n'y a pas de souci, mais ça devenait de moins en moins, je dirais, intéressant de vivre en France entre l'islamisme développé, qui se développe de plus en plus, et le Front National qui se développe également de plus en plus, l'espèce d'étau qui se resserre sur les Juifs, qu'ils soient communautaires ou pas, je ne suis pas communautaire, mais c'est un étau qui se resserre, que l'on ressent pas physiquement au quotidien, mais on ressent bien en termes d'ambiancement et je dirais d'intérêt de vivre là. On travaillait beaucoup, on gagne bien sa vie, mais on n'en pouvait plus. Et là, je suis revenu en France la semaine dernière. J'ai des amis qui ont de très bonnes situations, qui n'en peuvent plus, ils ne sont pas juifs, mais ils n'en peuvent plus de vivre à cause des mentalités qui se développent, les perversités qui se développent, les relations entre les êtres humains qui existent font que les gens sont usés, entre guillemets, et on était usés également. Et ici, c'est autre chose, ça ne veut pas dire que c'est génial, mais c'est plus intéressant parce que ici, on est plus responsable de ses actes. Et les gens font plus, le souci de l'autre est plus important. Même si c'est pas parfait, c'est pas le souci, c'est pas l'idée du paradis sur terre, c'est l'idée plutôt de responsabilité de chacun. Et ça, c'est important pour nous. Ces amis français dont vous parlez, finalement, ils se disent aussi, tiens, nous on n'a pas, comme la fiancée de Houellebecq, nous on n'a pas Israël pour aller changer de décor. Alors, il y avait un peu une terre promise qui était l'Angleterre, pour certains, mais là avec le Brexit, ça se referme énormément. En effet, tout à fait, ça devient une chance d'être juif, entre guillemets, parce que ça crée une possibilité d'une autre vie, entre guillemets. Possibilité d'une île. Voilà, d'autres choses en tout cas. Oui, les gens se sentent enfermés.
Puisque vous êtes à la fois sociologue, politologue, comment vous expliquez, restons encore un moment en France, ce sentiment de délitement, de dégradation du rapport? Ce n'est pas uniquement la présence de musulmans ou de populations étrangères, ce n'est pas seulement non plus peut-être le Front National, la montée, c'est peut-être des conséquences. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se délite fondamentalement, à votre avis, qui expliquerait au fond cette situation? Ce qui se délite, c'est l'avenir en commun. C'est-à-dire que les personnes sont dans une logique de présentiel. C'est un peu un présent autarcique. Et ne réfléchissent pas collectivement qu'est-ce qu'on veut faire de la France, entre guillemets. Du coup, on ne met pas les budgets là où il faut, on ne met pas les exigences là où il faut. C'est pas normal qu'en France, pendant les nouveaux 3 jours, il y a un test d'illettrisme, entre guillemets, un test de lecture et d'écriture. Et on a quand même 30% des jeunes Français de 18 ans qui savent très très mal écrire ou lire. C'est énorme. Ce qui va poser un problème économique plus tard, y compris au moment où la robotique va arriver, ça va être une catastrophe. C'est-à-dire que l'État n'a pas d'exigence, ni avec ses enfants, entre guillemets, dans le sens où même à l'université, on pourrait faire beaucoup mieux de nos jeunes, parce que nos jeunes sont normaux, entre guillemets, mais il n'y a pas d'exigence suffisante, il n'y a pas de définition de la part des politiques, à mon avis, de qu'est-ce que l'on veut faire de la France de demain. Et du coup, on est à volo, et beaucoup de gens le ressentent. Alors, certains le ressentent en allant vers le Front National, d'autres le ressentent en revenant dans une espèce d'identité fantasmée qui peut être soit le catholicisme intégriste, soit l'islamisme. Et puis d'autres le ressentent en l'idée qu'une société est en train de tomber, entre guillemets, et ils ne savent pas quoi faire pour le contrer. Et donc, ce qui faisait partie de moi, je faisais partie de cette famille, qui faisait qu'on a l'impression que la société vous passe dessus et que vous n'avez plus de prise, et plus personne n'a de prise, en fait. Et est-ce qu'il y a un remède à cela, ou est-ce que c'est une lente dérive qui concerne peut-être toute l'Europe? Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de remède, autrement je serais resté, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait un remède à ça spécialement, parce qu'il faudrait un espèce de sursaut, comment dirais-je, créant une définition collective qui n'existe plus. Et c'est vrai dans toute l'Europe. Alors c'est vrai un peu plus en France qu'ailleurs, parce que on a été un pays colonial, mais c'est vrai aussi pour l'Angleterre. Vous voyez où ils en sont avec le Brexit, avec le populisme, avec l'antisémitisme du labo. Enfin, c'est assez impressionnant. On se retrouve avec des pays comme réponse à ce manque d'avenir collectif. La réponse, c'est l'antisémitisme, un peu traditionnel à l'Europe. Ça existait en 39-45. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas agréable de vivre, et je ne suis pas sûr que ça soit utile d'y vivre. Alors voilà pour le négatif. Ici, vous avez trouvé le positif de cette situation, en tout cas sur le fond, c'est-à-dire qu'il y a un avenir, qu'il y a une perspective nationale, qu'il y a un entrain, un élan, une projection. Alors d'abord, il y a un État. Ça a l'air bête à dire, mais il y a un État de droit. Vous avez droit à des choses, vous n'avez pas le droit à d'autres choses. On ne négocie pas. Contrairement, il y a plein de Français qui pensent qu'on peut négocier plein de choses, que c'est adaptable. Ce n'est pas vrai du tout. On est dans un état de droit à l'anglo-saxonne qui fait que on a eu notre nationalité en 3 heures. Quand on est arrivé à l'aéroport, c'est assez impressionnant parce que alors j'étais pas content parce que j'avais attendu 3 heures, et j'ai une amie avocate qui s'occupe des problèmes de nationalité en France qui s'est éclatée de rire. Parce que 3 heures, je me dis, mais on attend 3 ans d'habitude, donc 3 heures c'est rien. On a attendu 3 heures parce qu'on était adultes sans enfants habitant Tel Aviv. Donc c'est les familles d'abord qui sont passées avant nous, en fait c'est pour ça il n'y a rien de spécial. On a pris rendez-vous après sur internet pour avoir notre carte d'identité 1 mois après, comme la loi le demande, le propose. On a mis 10 minutes pour l'avoir, on l'a reçu par la poste ensuite. 3 mois après, on a le droit de réfléchir 3 mois si on veut être israélien ou pas. Au bout de 3 mois, on n'a plus le droit d'être Olé Hadash à nouveau. C'est une espèce de loi Scrivener de la nationalité israélienne. Donc on n'a plus le droit de bénéficier du système de la loi du nouvel immigrant. Enfin, on a le droit de la loi du retour, mais pas des droits de la loi du retour. Donc du coup, on a 3 mois pour réfléchir. Donc au bout de 3 mois et 1 heure, on a pris rendez-vous sur internet, et là aussi, on a eu le passeport tout de suite. Alors tout le monde ne l'a pas tout de suite, mais nous on l'a eu tout de suite. Mais nos enfants ont été à l'armée, enfin il y a une histoire familiale. Ça compte beaucoup les dynasties en Israël, c'est assez intéressant. Il y a des structurations sociologiques qui sont liées à la mérite familiale, en fait, au mérite familial. C'est assez étrange pour la France, entre guillemets. Et donc voilà, tout est simple en fait. Tout est simple. Et vous dites qu'il existe un État ici. Bon, on a l'impression que souvent Israël a l'image
un peu de balagan, on va dire, comme on dit ici, de désordre. Mais comment ça se manifeste, le fait qu'il y ait un État ici? Ah ben, ça se manifeste tout simplement par le fait que vous avez des droits que vous ne demandez pas. En fait, vous les obtenez. Nous, on a reçu des droits au logement en ce moment. Là, on reçoit une petite allocation d'aide au logement pour les nouveaux immigrants. Et on l'a reçu d'office, donc on ne savait pas, donc on a été voir au ministère de l'intégration en disant ils se sont trompés, on a reçu 400 shekels par mois pour rien, quoi. Et fait si c'est normal, vous êtes une nouvelle migrant. Je fais oui mais on est propriétaire, on n'est pas locataire. Fait non c'est comme ça, vous inquiétez pas, tout est bon. Et donc voilà, on est dans une logique d'automaticité, c'est-à-dire vous avez droit à un certain nombre de choses, en échange vous devez faire un certain nombre de choses. C'est pas gratuit entre guillemets, c'est là il y a un échange. On nous aide beaucoup au début pour pouvoir apprendre l'hébreu. Il faut un minimum d'hébreu pour pouvoir vivre dans cette société. Il ne faut pas penser qu'en parlant que français ou que russe, ça suffira. Si vous voulez, il faut parler hébreu. Rak Ivrit disait au début, alors c'est pas que Rak Ivrit aujourd'hui, mais c'est beaucoup d'hébreu. L'État vous donne les moyens d'apprendre ce qui n'existe pas en France. Un immigré arrive en France, on ne les paye pas pour apprendre le français. Il n'a même pas de cours de français, même quand il veut, parce qu'il n'y a pas de prof. Ici, il y a des ulpan, donc c'est des cours pour immigrants. Alors quand on est étudiant, on va à l'université, c'est les meilleurs ulpan entre nous. Et quand on est adulte comme moi, on va à l'ulpan civil, entre guillemets, qui est gratuit pendant 6 mois de cours. Enfin, ça fait un an réel quoi, de cours, qui est gratuit. Et quand on doit payer ensuite, si on veut continuer, qui est très peu cher, vu que c'est genre 50 € par mois, c'est de la plaisanterie. Et on doit apprendre l'hébreu. C'est le cœur de l'intégration, mais en France aussi c'est le cœur de l'intégration, et c'est le problème, la non-maîtrise de la langue ne donne pas d'avenir. Et donc la première action c'est de faire, et là l'État vous aide à le faire. Quand on a plus de 20 ans, à réapprendre une langue, ça doit être très difficile. Est-ce que vous avez l'impression que ça rentre malgré tout facilement, que on devient un réceptacle petit à petit plus facile pour apprendre l'hébreu? En même temps, la chance, c'est que j'ai été hébreu deuxième langue au bac. J'étais dans un lycée public qui, par hasard, avait de l'hébreu, donc je l'ai pris. Et ensuite, j'étais pas mal de fois en Israël quand j'étais petit, donc l'hébreu n'est pas une langue étrangère pour moi. J'ai la sonorité dans la tête. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est très difficile de reprendre des cours. Je suis prof à l'université. Je m'étais dit que c'était facile, je donne des cours depuis... j'ai quasiment pas quitté l'université, vu que après mes études, je suis devenu prof très rapidement. Et en fait, donner un cours et recevoir un cours, ça n'a rien à voir, surtout à 50 ans. Et en fait, mon cerveau au début, il disait de ne pas y aller. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon, parce qu'au début, il faut se remettre dans une gymnastique intellectuelle dont on n'a absolument pas l'impression qu'elle existe. Quand on est jeune, c'est très facile, quand on est moins jeune, c'est... Pourquoi votre cerveau vous disait de ne pas y aller? Parce que c'est violent d'apprendre, c'est violent d'être à l'écoute pendant 3 heures d'une langue étrangère, il faut y aller, voilà. Et au bout d'un mois et demi, mon cerveau, maintenant je suis hyper content d'y aller. Mais pendant 1 mois, ça a été n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, donc il faut se faire violence, et s'il y a un conseil à donner, même si, voilà, comme moi, je vais vous donner des cours, etc., ça n'a rien à voir, il ne faut pas céder, il faut y aller, et à un moment donné, votre cerveau se rapproprie les réflexes de compréhension, la façon d'apprendre une langue, et ça fonctionne bien. Le début, c'est compliqué. Et est-ce qu'aussi, on doit abandonner une forme de statut social ou de position sociale, parce qu'on accepte de revenir quand même à zéro? Alors, ça, à c'est un l'école choix de primaire. départ de l'ALIA, mais ce n'est pas que pour les langues, c'est pour tout. On ne vous attend pas. Vous êtes le bienvenu, mais Israël est un pays développé, il y a 20% de doctorats en Israël, 20% des personnes ont un doctorat. À Tel Aviv, ça doit être à peu près 40%. Et si vous allez dans le quartier de Ramat Aviv, c'est 80% de doctorats. Parce que c'est très... Voilà, ça, c'est prof d'université, habitent tous à Ramat Aviv. On ne vous attend pas. Israël n'a pas besoin des Juifs du monde pour vivre. Par contre, vous êtes le bienvenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ostracisme et tout, mais il faut jouer le jeu. Et il ne faut pas penser qu'on arrive au Moyen-Orient. On arrive en Israël, ça n'a rien à voir. Alors, on perd une classe sociale automatiquement. À cause de la langue déjà, je n'ai pas d'histoire. Personnellement, j'avais une histoire en France, professionnelle, etc. Ici, je n'ai pas d'histoire. Et donc tout ça, on le perd, mais il faut être conscient avant de partir que l'on le perd automatiquement et qu'il faut accepter de baisser d'une classe sociale au minimum.
Là, vous Ça, l'aviez anticipé, ça? Oui. Et ça correspondait à ce que vous avez vécu, ou c'était encore Oui, plus? oui, non, Oui. c'est pas plus, Non. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'était- heureusement, vous l'aviez anticipé. Ah oui, parce que c'est violent. Déjà, on divise le salaire largement. Comment dirais-je? Si vous voulez garder votre représentation sociale, votre salaire lié à votre histoire professionnelle, non pas votre qualification, mais votre histoire professionnelle, l'ancienneté, etc., il ne faut pas faire de l'ALIA parce que vous recommencez quelque chose de nouveau. C'est le but du jeu d'ailleurs, ce qui est normal. Donc il faut redynamiser, il faut se remettre en énergie, ce qui n'est pas évident, mais c'est plutôt agréable en sachant que si vous jouez le jeu, les Israéliens ne vous mettent pas de bâton dans les roues. Ils ne vous aident pas spécialement, voilà. Enfin quoi, comme nous on a été aidés par pas mal de gens, mine de rien, qu'on ne connaissait pas, qui sont devenus des amis maintenant, au bout d'un an, notamment pour se loger, enfin c'est pas évident, tout ça n'est pas évident. Les Israéliens peuvent être très sympas, en fait beaucoup plus aidants qu'en France, parce qu'il y a moins d'individualisation que la société française. Par contre, il faut savoir que vous ne retrouverez pas la même chose. Mais le but du jeu, nous, on ne voulait pas retrouver la même chose, donc c'est pour ça qu'on est parti aussi. Mais est-ce que cet abandon d'une partie de soi ou de ses attributs sociaux contribue aussi finalement à découvrir des choses de soi-même, c'est-à-dire à renaître et à se révéler aussi peut-être à soi-même, parce qu'on abandonne des choses qui étaient un peu des contraintes ou des déterminismes? C'est un peu tout pour vous le dire. Un an, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on va découvrir des choses sur soi-même? Je ne sais pas. Peut-être, sans doute, mais ce que je sais, c'est que nous, on est content de l'avoir fait. Et quand on retourne en France pour des raisons professionnelles ou familiales, on est très content de l'avoir fait. Parce qu'on est dans une autre logique ici, une autre logique de vie, une autre logique du rapport à l'autre, une autre logique de liberté individuelle. Voilà, vous êtes libre. On ne sait plus en France être libre, pour de vrai, on ne s'en rappelle plus, mais on peut s'habiller comme on veut, on peut être une jeune femme à 2 h du matin sans être agressée, enfin, les gens vivent sans appréhension du quotidien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il y a une espèce de pesanteur dans la société française qui n'existe pas ici. Par contre, il faut recréer une autre vie en effet. Il faut se recréer en partie, pas complètement, c'est pas complètement vrai. Il faut se recréer, mais en même temps, les Israéliens sont assez francs avec vous. Si vous aiment, ils vous aiment vraiment. Si vous n'aiment pas, ils vous aiment pas, ils vous voient pas, point final. Donc les amis que vous avez, ce sont des vrais amis. C'est pas de la relation sociale entre guillemets. Vous n'êtes pas encore dit, tiens, j'ai envie de faire de la psychologie, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire de la musique? Non, du tout. Alors non, parce que alors là, j'ai eu la chance personnellement, ou la chance c'est la volonté, parce qu'il n'y a pas qu'une question de chance. Je faisais ce que j'aimais en France. Moi, je faisais des études sociologiques, j'étais prof de communication politique. Ce sont les choses que j'aime. Et je vais refaire ça à peu près ici en fin de compte. Donc moi, je ne vais pas me renouveler genre seconde chance, parce que en fait, je n'ai pas besoin. Il y a d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin pour se retrouver avec soi-même, parce qu'ils sont dans des contraintes professionnelles énormes. Moi, je n'ai pas cette contrainte-là. C'est une contrainte sociétale, mais pas professionnelle. Et en fait, on fait bien ce qu'on sait faire également. Donc je pense que je vais faire à peu près la même chose. Y compris qu'ici en communication politique, je pense qu'il y a du travail, vu le niveau de la campagne électorale, je pense qu'il y a du travail à faire. Il suffit de bien apprendre l'hébreu. Je pense qu'il y a de quoi faire. Parce que j'avoue que c'est assez impressionnant, le niveau ici n'est pas énorme. Et il paraît que c'est la pire campagne qu'Israël a connue. Alors, peut-être parenthèse, puisqu'on en parle, comment expliquer que dans un pays à forte connotation d'adhésion nationale, d'appartenance nationale, d'intérêt pour le pays, de véritables soucis du collectif, on en arrive à ce que les hommes politiques, d'après ce qu'on nous dit, soient en train de s'invectiver uniquement sans programme, sans idée, sans proposition? Alors, sans programme, parce que ils sont d'accord sur énormément de choses pour de vrai. Sur ce qui est structurel, c'est-à-dire que faire d'Israël, le rapport à la sécurité, le rapport à l'économie, entre Carol et Levan, donc Gantz et Lapid d'un côté, et le Likoud de l'autre, ils sont à peu près d'accord. Donc il n'y a pas de débat parce que chacun veut garder la sécurité intacte, le système militaire intact, chacun veut garder une partie de la Cisjordanie, chacun veut garder comme frontière le Jourdain comme frontière de sécurité et garder le Golan. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Alors, on peut avoir une implantation ou deux, c'est un peu, voilà, ça va concerner quelques mètres carrés, quoi. La deuxième chose, c'est l'économie libérale capitaliste israélienne.
Le capitalisme israélien est assez inégalitaire, parce que mais l'État intervient pas mal, mais pas comme en France. Mais en même temps, ça permet de ne pas l'étouffer. Et il n'y a pas de chômage. Hein, on est à 3% de chômeurs, on est à 3% de croissance et à moins de 2% d'inflation. Donc l'économie va bien, personne ne va toucher trop à ça parce qu'on est un peu dans un cercle vertueux. À part l'extrême gauche, enfin le Meretz, etc., qui pourrait peut-être avoir de velléités, même le Parti travailliste n'en a pas. Et donc même sur le social, en fait, il n'y a pas énormément de différence, à part d'un peu plus de social à gauche qu'à droite parce que c'est identitaire, mais... donc il ne reste plus qu'à donc question il reste de personne. Quoi, voilà. Moi, je suis un meilleur, je suis je suis meilleur, je suis plus honnête. En fait, la grande discussion, c'est sur l'honnêteté d'un côté et sur la compétence de l'autre. Alors, l'honnêteté, c'est Gantz sur Netanyahou, parce que Netanyahou est quand même entreprêté de pas mal d'affaires, même si en France, la moitié des affaires ne seraient pas justiciables. Hein, il faut le savoir. Les cadeaux à Netanyahou, par exemple, ne sont pas suffisamment importants pour que ça soit un problème. La relation, deuxième dossier, c'est la relation avec les médias. Quand on sait qu'en France, Bolloré à Canal+, comment s'appelle, TF1, Bouygues à TF1, on est dans de la plaisanterie ici. C'est-à-dire les interactions entre industriels et médias et politiques sont largement ici moindres qu'en France. Et en France, c'est légal, entre guillemets. Mais nous sommes dans une démocratie anglo-saxonne. Aussitôt qu'il y a un petit écart, la justice s'enclenche. Ulmert a fait de la prison pour 100 000 $. Alors c'est pas bien, mais on n'est pas dans des millions et des millions comme on pourrait constater en France. Je connais plutôt bien la situation. Pour des raisons professionnelles, avec la communication politique, on connaît pas mal de choses, on est au courant de pas mal de choses. Ici, c'est de la plaisanterie par rapport à la France. Sauf que ici, on ne rigole pas. Et ils ont raison, parce que si on commence à voler 100 000 $, on peut en sauver plus. Et c'est très important pour beaucoup de gens de voir qu'on peut être Premier ministre et aller en prison pour 100 000 $. Ça donne des leçons à tout le monde et du coup, il y a de la corruption comme partout, mais on n'est pas au Moyen-Orient. Là aussi, on est en Israël, on est plutôt dans une logique européenne, c'est-à-dire que la corruption n'empêche pas de faire, contrairement à d'autres pays. Donc c'est d'un côté l'honnêteté et de l'autre côté la compétence. De l'autre côté la compétence. Alors, oui. Netanyahou a réussi, est un bon Premier ministre, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, est un bon Premier ministre, et on est un pays en guerre. On est un pays où l'économie est bonne, et donc tout le monde se pose la question est-ce que je choisis en fait la sécurité de l'emploi et la sécurité tout court contre la probité? Ça va être ça un peu l'enjeu, parce que Gantz n'a fait aucune, c'est pire que Macron, quoi. Il n'a aucune preuve qu'il sait gérer un État. Ce type a été un chef d'état-major moyen, à mon goût, pas spécialement brillant. Il ne devait pas être chef d'état-major au départ, hein, c'est parce que celui qui était pressenti n'a pas pu au dernier moment. Il n'a jamais fait de politique. Il a un système symbolique très fort, identitaire très fort. Il a reconstitué une espèce de Mapai moderne, c'est-à-dire l'alliance de la Histadrout, de l'armée et du Parti travailliste à la Ben Gurion. Il est d'origine allemande, Ashkénaze pur jus, yeux bleus, tout ça. Donc il a une espèce de représentation d'un Israël fantasmé par beaucoup de gens, parce qu'avant c'était mieux bien sûr, comme partout. Et il est symbolique de ça. Mais est-ce que cette symbolique va suffire? Je ne suis pas sûr. Et visiblement, vu les sondages, il sera sans doute le premier à la Knesset, mais il n'aura pas de majorité. C'est Netanyahou qui sera de nouveau Premier ministre parce qu'il va constituer lui une majorité. Bon, on voit que vous êtes prêt à reprendre des activités sur la politique israélienne. Vous avez l'air de maîtriser cela aussi bien que la politique française. Moi, je me suis intéressé depuis longtemps. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez, donc un an après, que vous avez changé vous, personnellement dans votre manière d'être, votre comportement plus calme, plus tolérant. Plus tolérant par rapport à quoi? Par rapport aux gens. Une acceptation de la différence, de l'absence de jugement de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire en Israël. On a des très belles rencontres. En France, on a parfois de belles rencontres. En Israël, on a fréquemment de belles rencontres, mais avec des gens improbables. La dernière fois, c'était un barman d'un bar, un peu décalé. En fait, ce mec a été à l'armée, il était dans les commandos des ingénieurs de l'armée. Il ne s'en remet pas parce que je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais on a discuté, parce que mon fils a fait aussi la guerre, donc il y a eu des points communs. Et du coup, il y a des histoires communes qui s'enclenchent avec des gens improbables, avec des gens qui n'ont rien à voir en fait. Les jeunes, on était plus âgés, les Israéliens, nous on est immigrants.
Voilà, il y a une discussion extraordinaire et on a souvent ce genre de rencontres. Mais il faut ouvrir, ce que mon épouse dit, il faut ouvrir les chakras. Parce qu'on a des présupposés. Alors les Israéliens aussi ont des présupposés, mais pas la même chose que nous. La représentation sociale en Israël ne s'exprime pas par le vêtement, ne s'exprime pas par le comportement, il s'exprime par la langue. Ça c'est très important quand on commence à comprendre l'hébreu. Il y a plusieurs hébreux sur le classe sociale et il s'exprime surtout sur ce qu'on appelle les dynasties familiales, sur ce que l'on a fait ou pas fait. Et du coup on a des découvertes extrêmement intéressantes. Donc plus tranquille, plus tolérant. Alors quand vous me dites plus tolérant, plus ouvert. Ensuite, oui, plus ouvert aux autres. C'est-à-dire que le fait de parler dans la rue maintenant à quelqu'un, avant... D'abord, rien que d'acheter chez un primeur, chez un boucher, c'est plus sympa qu'en France. Même si là, moi j'habitais le 8e arrondissement, c'était sympa. Mais il y a quelque chose de souci de l'autre qui existe. Qui se manifeste comment? Tiens, vous n'étiez pas là, on vous a pas vu, vous étiez en France, comment ça va, alors les gilets jaunes, machin, etc. En France, on partait une semaine, on faisait pareil, on partait pour voir nos enfants, on partait très régulièrement en Israël. Bon, on n'était pas là, puis c'est tout, quoi, c'était tout. Là, il y a une discussion, il y a un intérêt de l'autre potentiel, entre guillemets. Là, je sais pas, il y a des liens qui se créent. Alors, c'est des liens superficiels, il ne faut pas penser que c'est des amis de toujours, c'est des commerçants et clients, c'est des liens. Mais c'est agréable d'y aller. C'est agréable d'y aller, voilà. Et par ailleurs, c'est une ambiance. Vous êtes plus calme. Est-ce qu'il y a aussi par rapport à vous-même, vous vous sentez plus vous-même, plus vous pouvez déployer ce que vous êtes davantage? Alors, je ne peux pas déployer ce que je suis davantage parce que je n'ai pas encore l'hébreu. Et ça, c'est là où la langue est essentielle. En revanche, il y a un intérêt pour les personnes ici. Et pas pour ce que les gens représentent, mais pour ce qu'ils sont. Comment dirais-je? Alors, la représentation sociale existe aussi. Le statut de prof d'université est très important ici, beaucoup plus qu'en France. Mais les gens ne vont pas vous revoir si vous n'êtes pas intéressant, si vous ne les intéressez pas. Soit vous créez des liens, et là on a des moments très réguliers avec plein d'amis très sincères en fait. Mais ils ne viennent pas parce que vous pouvez les aider. Nous, on peut aider personne ici. C'est simple, la vie, on n'aide personne. On n'intéresse personne à ce niveau-là. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de conseil, on ne connaît rien. On ne connaît personne, enfin, pas un ministre. En France, on pouvait être intéressant pour les gens. Mais ici, on est intéressant pour personne. Et on a donc des gens qui nous ont aidés à nous installer. Qui nous ont un peu conseillés. Enfin, on n'est pas resté seuls en fait. Nous, on a fait le choix d'un quartier sans Français. On veut être en Israël, on ne veut pas être en petite France. Ça, c'est important aussi. Et ces Israéliens nous ont aidés, entre guillemets. C'est ça qui fait un peu la différence. Quand vous mangez avec des gens, c'est pas parce que vous pouvez leur apporter quelque chose pour leur vie professionnelle, mais vous leur apportez quelque chose pour eux, pour l'échange que l'on fait. Par rapport à votre judéité, est-ce que vous pouvez dire, ressentez des choses différemment? Oui, je m'en doutais, mais voilà. C'est plutôt la société israélienne que je découvre que ma judéité, entre guillemets. Alors, j'ai pas un retour religieux du tout, même au contraire, à la limite. Mais il y a un équilibre qui se fait. Je veux dire, l'unité Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël existe, entre guillemets. Il y a une espèce de complétude en Israël, de vivre en Israël. Au niveau identitaire, pas religieux, parce que je ne suis pas religieux, donc je ne crois pas plus en Dieu aujourd'hui qu'hier, mais pas moi non plus. C'est déjà ça. C'est pas mal de croire un petit peu en Dieu. Oui, mes enfants étaient un peu pratiquants en France, ils ne le sont plus du tout ici. Ils sont laïcisés en Israël. Parce que justement, l'identité religieuse n'est qu'une partie de l'identité israélienne. Le territoire, l'atmosphère. Il y a une atmosphère en Israël. Il y a le climat. Alors là, ça se voit pas. Là, cet hiver, c'était un peu violent, mais il y a un climat, une douceur de vivre en Israël qui n'existe pas en France. Alors ça, c'est lié au climat, tout simplement. Et il y a cette histoire. On tombe sur l'histoire. On est dans l'histoire totalement. On fait 500 mètres, on est dans l'histoire en Israël. Alors l'histoire récente, l'histoire ancienne, mais c'est l'histoire juive entre guillemets. Par exemple, là, cette année, vous avez retrouvé des traces de cette histoire. À quel moment? On a été dans le nord, on est dans les batailles, enfin des... Je sais pas comment vous dire, c'est déjà la construction du paysage.
Hein, la terre est maîtrisée par l'homme pour les 3/4 de la terre, sinon plus. Et quand vous allez en Galilée, vous apercevez tout le travail qu'en 70 ans ou en 100 ans les Israéliens ont fait. Et c'est impressionnant. Parce qu'on est dans la Galilée, c'est le ventre d'Israël. Hein, on mange tous des produits de Galilée. Le reste, c'est quasiment rien en fait, quand vous regardez les productions. Et c'est assez impressionnant parce que tout le paysage est structuré pour produire, pour nous nourrir, entre guillemets. C'est un très beau paysage en même temps. La Galilée, c'est une très grande plaine en fait. C'est une grande vallée, très plate. Donc c'est des champs, c'est des vergers, c'est aussi des vaches, etc. Et vous voyez toute la construction humaine, donc toute l'histoire humaine qu'il a fallu, toute la volonté qu'il a fallu aux Israéliens pour créer cet État, pour créer une vie que l'on hérite aujourd'hui. Là, vous parlez d'Israël récente, vous ne parlez pas de l'histoire. Oui, après, mais l'histoire ancienne, je la connaissais déjà. Matsada, Jérusalem, tout ça. Ici, quand même. Oui, mais c'est moins prégnant que l'histoire du temps présent, entre guillemets, des 100 dernières années. Hier, on allait à l'émission de i24 News et on parlait des pluies très très fortes qu'il y avait parfois ici. Et vous dites, ça me rappelle le déluge, c'est des pluies du déluge. Alors là, il y a le climat aussi, qui est le climat biblique. C'est-à-dire que quand vous avez de pluie, c'est une pluie tropicale, quoi. Souvent, là, on est à côté de King George, de la rue King George. Souvent, King George a 20-30 cm d'eau qui s'écoule jusqu'à la mer parce qu'il récupère l'eau de toutes les petites rues. Et comme la pluie est subite, tout déborde d'un seul coup. Voilà, c'est assez impressionnant. Il n'empêche que ça vous ramène à une image. Mais ça nous ramène de toute façon à une image biblique, en effet. Qui est un peu une subjectivité par rapport à ce que vous vivez ici, quand même. Tout à fait. C'est complètement subjectif, mais en même temps, c'est lié à des choses qu'on a lues. Les nuages aussi. C'est un peu idiot de dire ça, mais les cieux existent ici. Vous avez des paysages de nuages extrêmement forts, des couchers de soleil extrêmement beaux. Et en plus, on habite une terrasse au dernier étage, donc on le voit d'autant plus. Et on est dans les. Il y a un passage d'Isaïe, je crois que c'est les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est ça, quoi, en fait. Voilà. Alors c'est une image, une affiche que j'ai vue toute mon enfance, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible par cœur. Et là, vous retrouvez des choses. Et donc, en effet, vous comprenez que la Bible a été écrite ici, mais pas ailleurs, parce qu'on est on est en lien avec cette nature, avec le climat. Tou Bishvat, c'est impressionnant, c'est le moment des bourgeonnements. Ouais. Nouvel an des arbres. Donc. Nouvel an des arbres, mais c'est vrai que c'est la semaine où ça commence, quoi. Ouais. Alors qu'en France, Tou Bishvat, c'est Tou Bishvat. On est en phase, le calendrier est aussi en phase. Avec la vraie vie. La fête de Pessah aussi. Et donc du coup, on est une espèce de... Et la fête des cabanes, Sukkot. Ouais, mais j'ai pas fait. Oui, vous n'avez pas fait, bon, vous étiez à Paris. Oui, mais même, je ne le ferai pas, même si je suis là, je non, mais ici, vous avez tout le monde qui vit dans des cabanes. Ce qui est intéressant, alors tout le monde vit dans des cabanes, ce qui est intéressant, c'est Sukkot, mais ici, on est dans une Tel Aviv centre, c'est ce qu'on appelle Chiloni, c'est-à-dire laïque. En fait, c'est pas laïque du tout. C'est laïque que de croyances religieuses, que liées à Dieu, à croire que Dieu existe ou pas. Parce qu'il y a deux choses qui m'ont interpellé. Et qui fait partie de cette complétude. À Shabbat, dans ma rue, si vous avez une voiture toutes les 10 minutes, c'est le maximum. Dans un quartier laïque ou la ville qui ne s'arrête jamais. Et puis, une deuxième chose, on a été invité par les voisins, en signe d'intégration, entre guillemets, à Hanouka pour allumer une des bougies de Hanouka. Alors, je prends ma kippa dans la poche parce que voilà, on va faire la prière. Et là, tous les voisins sont là et personne n'a de kippa. Parce que tout le monde est laïque, entre guillemets. Sauf que tout le monde connaît la prière par cœur. Sans avoir besoin de lire et tout, ils la connaissent par cœur. Moi, j'avais la kippa dans ma poche, que je n'ai pas mise, mais je ne connais pas la prière par cœur. Si je n'ai pas le bouquin, je n'y arrive pas. Et donc, ils sont officiellement laïques, ne croient pas en Dieu, donc ne mettent pas de kippa, mais toute la culture juive, toute la culture religieuse, ils l'ont complètement. Alors justement, cette laïcité ici dont on parle, quand on gratte un peu, effectivement, on se rend compte que les gens, à Kippour, ils jeûnent, éventuellement ils font le kidouche le vendredi soir, ils font les fêtes traditionnelles avec la famille malgré tout, même s'ils ne respectent pas toute la loi. Mais il y a une imprégnation de cette culture religieuse et pourtant, ils sont hostiles au parti religieux. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont plutôt hostiles à la religion instituée que hostile, que laïque au sens où on l'entend en France? Oui, ils sont hostiles au parti religieux parce que c'est leur mode de vie qu'ils imposent. D'un côté, si vous voulez, il y a une espèce de synthèse de modernité qui existe.
il y a une nouvelle... c'est pas un nouveau judaïsme, c'est un nouveau peuple qui est en train de se constituer. Et il ne va pas ressembler au peuple hébreu de l'Antiquité, il va aller le peuple hébreu de la modernité, d'aujourd'hui. Et donc on ne va pas singer l'Antiquité, on est, parce que là je pense que j'en fais partie, on est en train de créer autre chose. Et les religieux ultra-religieux, orthodoxes, eux sont restés au 19e siècle, au 18e siècle plutôt. Et donc ils empêchent d'évoluer cette création du peuple hébreu. Parce qu'ils sont restés religieux de la galoute, à mon avis ils sont restés religieux de la diaspora. Même s'ils sont à Jérusalem, même s'ils sont là depuis longtemps, ils sont restés dans des rites européens. Mes voisins qui sont laïcs, entre guillemets, même s'ils connaissent très bien les prières et connaissent très bien la religion juive, sont partie prenante de la création d'un peuple hébreu moderne que ces religieux ultra-orthodoxes empêchent, entre guillemets. Et donc du coup, je pense que la pression, elle est là. C'est qu'il y a une création d'un côté d'une modernité juive et qui rencontre comme empêchement les marquages de la galoute du 19e siècle, 18e siècle de Pologne. C'est à peu près ça, je pense que c'est ça le problème. Alors vous avez prononcé le mot hébreu. Qu'est-ce que c'est donc un hébreu? Vous nous dites que ce n'est pas un hébreu de l'Antiquité, évidemment. Qu'est-ce que vous diriez sur l'hébreu? Alors, c'est une réflexion toute nouvelle, que je n'avais pas du tout quand j'étais en France, quand je vivais en France, même quand je venais souvent d'Israël, je ne m'étais pas du tout aperçu de ça. En fait, il y a énormément de marqueurs. Il y a d'abord ce rapport à la religion, ce rapport à l'histoire juive. On est laïque, mais on se souvient de Shabbat. Voilà. On ne respecte pas Shabbat, on ne le fait pas, mais on se souvient de Shabbat, puis on le fait pas mal en fait, parce qu'on va voir la famille, on fait un petit kidouche de temps en temps, on mange végétarien ou vegan parce que c'est les restes de la cache-route mal digérés parfois aussi. Enfin, il y a plein de marqueurs de ce type-là, qui fait que, y compris les Tel Avivites sont restés juifs à part entière, contrairement à ce que pensent certains religieux. Dans leur comportement, dans leur rapport à l'autre et dans leur mode de vie familial. À Shabbat, tout le monde va voir sa famille, se réunit, c'est silencieux, c'est reposant. On voit bien que c'est pas c'est un jour à part dans la semaine. En fait, on est dans le système biblique entre guillemets, quoi qu'on en veuille. Même si vous leur dites ça, ils vont dire non, hein, pas du tout. C'est juste parce qu'ils sont en congé. Mais en fait, on peut en congé et faire plein de choses. En fait, il n'y a pas un bruit. Nous sommes au cœur de Tel Aviv. Il n'y a pas un bruit à Shabbat. Et on ressent le repos shabbatique alors que tout le monde, personne n'est religieux et personne ne va à la synagogue entre guillemets. Il y a très peu de synagogues dans le coin, il y en a un petit peu quand même, mais elles sont petites par rapport au nombre d'habitants. La deuxième chose, c'est la responsabilité. Et ça, c'est nouveau. Les gens n'aiment pas être pris en faute. Il y a une espèce de, comment dirais-je, une espèce de système juif de judiciarisation du droit. C'est contractuel, les relations sont contractuelles, notamment, nous on a pris un appartement, on l'a rénové, donc on a fait des travaux, etc. Les gens, les artisans qu'on a pris, vont bien faire leur travail par conscience professionnelle, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas être pris en faute dans leur engagement. Et donc quand quelqu'un vous dit « je fais ceci », il va le faire. Ce qui n'est pas vrai en France toujours, entre guillemets. Vous voulez dire qu'il y a une parole qui... La parole compte. La parole compte, et on ne cherche pas... sa propre responsabilité compte. Je vais vous donner une anecdote, parce que là je pensais qu'on n'allait pas y arriver. On a commandé une grande cuisine sur mesure, parce qu'ici ça ne coûte pas très cher, contrairement à la France. La main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher qu'en France, ça n'a rien à voir, il faut faire attention. Ikea peut être plus cher parfois que du sur mesure. Et là, tout était fait, sauf qu'il y avait une porte qui n'allait pas. Tout était payé, tout était fait. Et l'artisan vient voir, en effet, il y a 1 mm qu'il faut couper. Il dit, bon, je vous prends la porte, je la coupe et je reviens. Et je me dis, je n'allais jamais revoir la porte, quoi. Et la semaine d'après, je suis dans le coin, j'ai allé, la porte est faite, il l'a remis et c'est tout. On n'a même pas eu besoin de réclamer, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est un engagement. Deuxième chose, un taxi, il y a un truc, il n'y a pas d'Uber ici, il y a un truc qui s'appelle Get Taxi qui a transformé les taxis en Uber, en fait. Et on prend Get Taxi pour aller à l'aéroport. Et donc on le précommande à l'avance. Et la personne, le taxi est en retard parce qu'en général ils sont en avance. Pas tout le temps, mais ils ne sont jamais en retard et souvent ils sont en avance. Ce que j'aime bien, parce que moi j'ai un rapport au temps aussi compliqué, donc là aussi il y a un côté juif, entre guillemets. Le rythme de la ville, ça compte aussi. Et, bon. Et là, le pauvre taxi était en retard parce que son client d'avant avait oublié son portable dans la voiture, donc il a été lui ramener.
Il s'est excusé 1001 fois parce qu'il était en retard, nous a prévenu qu'il était en retard, qu'il ne s'inquiète pas, etc. Mais on lui a dit que c'était pas grave parce que nous-mêmes avons pris un peu d'avance sur l'heure du taxi, etc. Et il ne nous a pas fait payer les suppléments de bagages parce qu'il était en retard. Donc c'était sa faute, entre guillemets, alors qu'il a fait plutôt une bonne action pour de vrai. Tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup de gens, une majorité d'Israéliens sont comme ça. Il y a cette idée du droit, cette idée de responsabilité personnelle vis-à-vis de l'autre, de l'engagement vis-à-vis de l'autre. Et là aussi, je pense que c'est un marqueur biblique lié à la notion tout simplement contractuelle du judaïsme. Donc tout se passe comme si ce qui émane de la Bible au niveau du comportement, de la moralité, de la responsabilité, tout d'un coup était pris comme une manière de se conduire nouvelle et était introduite dans la vie moderne en fait. Mais tout à fait, c'est-à-dire que les valeurs juives, la façon de penser biblique quelque part, la logique du droit, la logique du respect de l'individu est très prégnant au quotidien ici. Et c'est ça que j'appelle moi l'hébraïsation de la société, entre guillemets. On ne touche pas une personne ici. On va pouvoir s'engueuler, ne pas être d'accord, etc. Encore, beaucoup de Français pensent que les Israéliens ne font que s'engueuler. Non, ils ne comprennent pas l'hébreu, c'est pour ça. Certains, ils peuvent parler fort, c'est tout, mais ils ne s'engueulent pas pour de vrai. Ils peuvent même rigoler d'ailleurs, on pense qu'ils s'engueulent mais ils rigolent, mais il y a très peu de conflits d'abord. Quand il y a conflit, tout le monde essaye de l'arranger. Et avant qu'on vous touche, c'est très grave. Enfin, on ne touche personne ici. On ne touche pas une jeune fille, on ne touche pas une personne, il n'y a pas de bagarre entre guillemets. Même en marchant, moi j'ai été bousculé entre guillemets 2 fois en 1 an. Je peux les compter, vous imaginez, en France, vous dans la rue, pas dans la journée, dans la rue. Ouais. Et encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a, comme je le bloquais, il n'était pas content, il m'a fait une petite réflexion, même pas désobligeante parce que je n'ai pas compris, enfin c'était pas sympa, mais il m'a même pas poussé, quoi. Et voilà. Et donc, si vous voulez, il y a un respect de l'autre, il y a un rapport à l'autre qui est quand même important, non pas parce que vous êtes... c'est souci de l'autre, l'autre en tant qu'être humain, parce que l'autre est anonyme, entre guillemets. C'est le souci de l'autre, être humain, c'est-à-dire on va faire attention que chaque être humain soit protégé, entre guillemets. Alors c'est le rôle de l'État, mais c'est aussi le rôle de chacun d'entre nous, entre guillemets, et... ici, vous allez avoir des gestes que vous n'aurez pas en France. Aider quelqu'un, une poussette, un machin, spontanément, que vous n'aurez pas en France. Parce qu'en France, voilà, ça. Alors, quand je suis en France, je suis un peu en porte-à-faux maintenant. Et là, mais c'est bien parce que vous l'aidez, vous dites merci, mais voilà, enfin rapidement, c'est toujours convivial. Là, j'ai laissé passer 4 personnes âgées sur un passage. Il y a plein de travaux à Paris en ce moment. Il n'y en a pas un qui m'a dit merci. On s'en fout, vous êtes transparent. Vous n'existez pas en tant qu'être humain. C'est ça qui m'a le plus choqué. Vous n'existez pas en tant qu'être humain à Paris. Ici, tout le monde existe en tant qu'être humain. Et ça, c'est aussi une prégnance, à mon avis, juive, biblique, entre guillemets, c'est qu'un être humain est protégé par la loi des 10 commandements, son corps, sa propriété, pour survivre, entre guillemets. Et il y a une prégnance qui reste, qui fait qu'ici, on va être protégé, entre guillemets. Ah, vous êtes en train de me dire que les laïcs, ici à Tel Aviv, sont en train de réaliser la promesse biblique d'une société idéale, ou en tout cas une société qui fonctionne, où les êtres humains sont respectés? Oui, tout à fait. Alors ils vont pas savoir d'où ça vient automatiquement, parce qu'ils sont imprégnés. Quand on est juif, on est imprégné, qu'on le veuille ou pas, de la Bible, des valeurs bibliques, entre guillemets, des 10 commandements. Il n'y a pas de vol. Enfin, nous on a demandé quand est-ce le dernier appartement volé dans le quartier. C'était il y a plus de 10 ans. Il y a des arnaques, mais il n'y a pas de vol. Vous voyez, le vol, c'est quelqu'un qui va vous prendre de force quelque chose. L'arnaque, c'est vous allez vous faire avoir parce que vous avez accepté contractuellement quelque chose. Alors, les arnaques, ça peut exister. Ça, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de vol, entre guillemets. Il y avait dans le temps, c'est une société qui est en train de se construire. Faites attention. Moi, je connais bien Israël parce que j'avais de la famille ici. Donc, je suis venu depuis l'âge de 3 ans. Il y avait des cambriolages, il y avait des taxis voleurs. Ça existe encore un peu, mais il y en a quasiment plus, ce qui est complètement surréaliste. Moi, j'ai toujours une appréhension de prendre un taxi en Israël, mais il ne faut plus, parce que c'est très contractuel aujourd'hui. Mais avant, c'était, comme tous les taxis du monde, des grands voleurs. C'est plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Israël des années 70-80 ne ressemble plus du tout à l'Israël d'aujourd'hui. Et c'est là où on voit qu'il y a une construction sociétale
et une mise en route du peuple hébreu. Et c'est peut-être une des choses qu'a fait aussi Netanyahou, qui fait qu'il est réélu régulièrement aussi, malgré qu'on ne l'aime pas, bien qu'on soit à gauche. Ici, on est très à gauche. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont voter travailliste, mais avec un soulagement que Netanyahou soit réélu aussi. Hein. C'est identitaire, donc c'est un peu compliqué. Alors, pour prolonger cela, on a parfois un sentiment un peu inverse en se disant que les gens qui sont nés ici, donc les fameux Sabras, ils ont perdu le contact avec le fait juif et qu'ils veulent normaliser la société. C'est-à-dire que finalement, on est là, on fait une société comme une autre et laissez-nous tranquilles avec le passé et même le futur. Laissez-nous vivre. Et qu'est-ce que vous diriez de cette population-là? C'est complètement faux. Et ils donnent l'impression parce qu'ils sont une espèce de on parle de poule au quotidien. passionnisme. Oui, mais c'est faux. On a à faire attention. D'abord, moi, je ne crois pas qu'on soit au post-sionisme. C'est une vision gauchiste des choses. Il y a une partie qui le pense, mais les talibans moyens ne sont pas au post-sionisme et même Israël n'est pas du tout au post-sionisme. Il y a une normalisation juive qui est en train de se faire. Et Israël quitte l'Europe. Les Israéliens ne savent plus ce qu'est l'Europe, ne comprennent pas, d'ailleurs on a plein de discussions là-dessus, ils ne comprennent pas pourquoi les Français deviennent antisémites, pourquoi les Allemands le redeviennent, enfin ils disent qu'il y a l'histoire, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe en Europe, ils ne comprennent pas pourquoi des démocraties vont soutenir des dictatures, ils ne comprennent pas pourquoi, là encore Macron va soutenir plutôt Assad qu'Israël. Voilà. Ils ne comprennent pas la dérive européenne. Ils ont quitté l'Europe alors qu'ils viennent tous d'Europe historiquement parlant. À part ceux d'Afrique du Nord, qui viennent d'Afrique du Nord, mais qui étaient colonisés par l'Europe, donc on est à peu près dans les mêmes logiques. Donc les Israéliens ont quitté l'Europe et ne comprennent plus l'Europe. Ils comprennent beaucoup mieux les États-Unis, beaucoup plus l'Inde et la Chine, les logiques pacifiques, les logiques américaines que les logiques européennes. Et donc nous, Européens, quand on est de France, on a l'impression qu'ils sont partis, quoi, entre guillemets, mais ils sont partis de nous, ils ne sont pas partis de chez eux. Ils créent quelque chose d'autre et on est au cœur du Moyen-Orient, c'est-à-dire que on est beaucoup plus proche par rapport à la France, on est beaucoup plus proche de Moscou, de Prague, donc l'Est de l'Europe existe encore beaucoup, peut-être d'ici, hein, dans les gens d'ici, mais on est très proche de l'Inde, de la Chine, etc. Et donc du coup, on a une autre vision quand on vit ici, on a une autre vision que quand on habite Paris, le monde n'est pas le même en fait. Mais sur cette question de la normalisation, c'est-à-dire qu'Israël deviendrait une société, un pays comme un autre, est-ce que vous avez l'impression que c'est le chemin qu'on prend? Oui, et est-ce que ça pose pas un problème par rapport à toute cette histoire précisément? Mais non, c'est l'histoire de la diaspora. C'est pas l'histoire juive, c'est l'histoire de la diaspora juive, ce qui est différent. Israël est en train de recréer le judaïsme comme une normalité, une nation parmi les mondes. Et ça se voit très très bien. Alors, c'est pas vrai à l'ONU parce qu'il y a toutes les résolutions contre Israël de manière obsessionnelle par les pays arabes, mais ça se voit très bien par les pays de l'Est, ça se voit très bien avec les États-Unis, avec le Brésil aujourd'hui, etc. Vous pouvez préciser là ce que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire que Israël devient la nation juive parmi les nations. Donc il y a une espèce de normalisation du judaïsme. Et ce qui est intéressant, c'est normalisé par les nationalistes d'ailleurs, plus que par les universalistes. C'est-à-dire que c'est les Trump, c'est le Brésil, c'est les pays de l'Est qui vont reconnaître Israël à part entière comme un pays comme un autre. Ou même mieux qu'un autre en ce moment. Mais bon, ça c'est pour des raisons idéologiques entre guillemets. Mais d'où l'idée de dire on va mettre notre ambassade à Jérusalem parce qu'après tout Israël choisit sa capitale, puis on va à la capitale, point final. C'est-à-dire comme on fait avec un autre pays. Donc il y a une normalisation, non pas de la société israélienne, mais il y a une normalisation de la nation israélienne par rapport aux autres nations. Et on a tendance à l'extérieur d'Israël de confondre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est je pense que Netanyahou a le grand bénéfice de la diplomatie de Netanyahou, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit en Afrique, que ce soit dans le continent américain et le continent asiatique, et une partie du continent européen, Israël devient un pays comme un autre. À l'égal des autres, un peu mieux parce qu'on réussit un peu mieux, donc voilà, à l'égal d'un autre. Les Africains attendent de plus en plus de choses de nous pour des raisons de l'agriculture, etc. Mais là, moi j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps pour mon travail. Quand je dis que j'allais devenir israélien, ils trouvent ça mieux que français en fait. Parce que on n'est pas. En tant que français, vous êtes un ancien colonialiste.
en tant qu'Israélien, vous faites partie des colonisés qui s'en sont sortis. Donc du mauvais exemple, on devient un bon exemple. Et donc pour eux, Israël, ils n'ont pas eu tout l'idée de dire c'est un pays horrible, les pauvres Palestiniens, etc. Il n'y a pas toute la mythologie antisémite cachée européenne, parce qu'ils s'en fichent des Juifs, en fait, c'est pas leur problème, l'Afrique noire, c'est pas leur problème. Et du coup, ils ont une approche normalisée d'Israël. Et c'est très agréable, je veux dire franchement. Il y a pas quand vous arrivez devant quelqu'un qui n'a pas de prérequis contre vous parce que vous êtes juif, c'est bien en fait. C'est plutôt bien. Et même au contraire, parce que vous êtes israélien, du coup c'est un pays qui s'en sort bien, c'est encore mieux. Alors voilà une nation qui continue de se constituer, qui prend sa place dans le concert des nations, qui devient la nation des Juifs, la nation juive, du judaïsme aussi, des valeurs, et qui va sans doute à ce moment-là retrouver cette fonction universelle dont vous parliez éventuellement, c'est-à-dire d'influence. D'influence universaliste, non, universelle sans doute, c'est-à-dire qu'on est dans un nationalisme quand même. Il faut l'admettre entre guillemets, parce que c'est toute la tension qui existe entre la diaspora et Israël, c'est que juifs de diaspora, on est plutôt dans l'universel parce que le nationalisme nous tue, entre guillemets. Et le seul nationalisme qui ne nous tue pas, c'est le nationalisme israélien. Je ne vais pas dire juif parce que c'est religieux, c'est un côté extrémiste, mais tout simplement israélien. Et on est dans un pays nationaliste au sens positif du terme. C'est-à-dire que c'est une nation qui se constitue, qui protège ses citoyens. C'est marqué sur le passeport israélien, un peu comme le passeport américain. C'est intéressant, le passeport israélien, c'est marqué, voilà, le détenteur et l'assistant israélien, faites-y attention. Alors quand vous êtes américain, c'est même une menace quasiment guerrière. Mais quand vous avez le passeport français, vous avez quoi? Ce passeport appartient à l'administration française. Merci de le renvoyer au ministère. Voilà la différence. C'est-à-dire quand on a un passeport israélien, on fait partie de quelque chose. On ne voit pas quelque chose à l'administration, on est protégé par un État. Un peu à l'américaine, les États-Unis c'est pareil, hein, c'est même un peu au niveau au-dessus. Il faut dire qu'ils ont plus de moyens. Mais on parlait tout à l'heure de la France, ben c'est ça le problème, c'est que voilà, on a une administration qui vous donne un passeport, mais vous n'êtes pas protégé. Alors que c'est vrai, pour vous êtes protégé quand même en tant que Français, mais il n'y a pas d'engagement de l'État. Là, il y a un engagement de l'État israélien, de dire vous êtes israélien, vous êtes protégé par l'État, où que vous soyez dans le monde. Ce qui, voilà, c'est un peu, oui, une mentalité un peu différente. Et ça fait partie de cette construction nationale, je pense. Quand vous avez le passeport, j'ai envie d'aller à Moscou, je ne connais pas. J'ai regardé, quand vous êtes français, vous devez faire un visa, vous devez payer le visa, vous devez prouver où est-ce que vous allez, etc. Enfin, il y a les restes de l'Union soviétique assez prononcés, pour être franc. Quand vous êtes israélien, vous n'avez besoin de rien. Vous pouvez rester 90 jours en Russie avec votre passeport israélien, vous venez comme ça. Donc, je vais faire mon voyage, mon premier voyage, avec mon passeport israélien à part entière. Parce que d'habitude, quand je vais en France, je prends mon passeport français. Et c'est dû à quoi le fait qu'il faille toutes ces contraintes? C'est la relation Russie. entre États. C'est la Russie qui. Oui, c'est la Russie, oui, c'est pas la France, c'est la Russie. C'est la relation entre États. Israël, parce qu'il y a beaucoup de Russes, d'origine, personne d'origine russe, donc il y a beaucoup de. Mais on voit la proximité des pays. Mais on voit la proximité. La Russie reconnaît, alors malgré la Syrie, malgré tout ce qu'on veut, la Russie reconnaît aux citoyens israéliens de venir quand ils veulent en Russie. Ils ne reconnaissent pas la même chose aux Français. Il y a quelques jours, on a vu à Herzliya un rabbin qui s'appelle Rav Simsovic, qui nous a remis l'hébreu. Avec l'origine de Héver, qui est l'arrière-petit-fils de Shem, le fils de Noé. Et cet Héver était juste avant la dispersion de la tour de Babel. C'est-à-dire qu'il a vécu dans l'humanité, quand l'humanité était encore une, avec une langue une qui était en l'occurrence, selon Rachid, l'hébreu, avant la grande dispersion des nations. Et donc il nous expliquait implicitement que l'hébreu était une sorte de retour aussi à une unification possible des familles humaines. Est-ce que vous avez... C'est-à-dire que sa vocation était là. Est-ce que vous avez ce sentiment-là pour continuer sur ces visions? En tant que politologue, franchement, non. Je vois ce qu'il veut dire vaguement au niveau philosophie juive. Mais non, je pense qu'on est plutôt témoin parmi les nations, me paraît plus juste. Je pense que l'exemple israélien, y compris l'Europe, devrait beaucoup plus réfléchir sur l'exemple israélien, sur ce qu'Israël organise pour intégrer tout ce beau monde. Alors c'est vrai qu'il y a un point commun, on est tous juifs entre guillemets, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Il y a aussi toute cette intégration, cette accompagnement et coercition sociale qui existe, qui fait que ça fait société, qu'on n'a plus beaucoup en Europe. L'hébreu est le point commun, c'est évident.
La langue, j'en parlais tout à l'heure, la langue est le point commun. Il a non pas vocation à être universel pour rassembler toutes les nations, mais il a vocation à rassembler tous les juifs déjà. On y est presque. Hein. Quand on regarde bibliquement, il n'y a plus de juifs en Afrique. L'Afrique du Nord n'a plus les Judenrein aujourd'hui. Il y a moins d'1 million de juifs en Europe aujourd'hui, comprenant les 200 000 juifs russes qui restent, qui sont plutôt partants. Il n'y a plus que, en fait, les centralités juives aujourd'hui, c'est essentiellement Israël et les États-Unis et New York. Ça va être les deux grands pôles juifs de demain, entre guillemets. Et donc il y a une espèce d'unification qui est en train de s'opérer. Il y a presque, je crois qu'il y a 50% maintenant des juifs du monde qui habitent Israël. Et il y a une unification autour de cet hébreu, autour de cette notion de nation juive, entre guillemets, qui existe, qui, à mon avis, va perdurer, y compris comme on voit évoluer les États-Unis avec l'antisémitisme, par l'antisionisme qui commence à se développer comme il faut. On voit ce que ça donnait en France ou en Angleterre, ça risque de donner les mêmes résultats aux États-Unis. Le besoin d'Israël va exister, y compris pour les Américains. Et donc une alliée américaine que vous prévoyez plus forte éventuellement dans les années qui viennent. Oui, ça va être... Avec une moitié qui va s'assimiler, une moitié qui va... Alors c'est pas la moitié, en fait, il y a 80%, 30%, 70% à 80% d'une alliée qui s'assimile. Qui réussit, et l'autre qui reste. Alors est-ce que l'assimilation, moi j'ai rien, enfin, c'est Dieu qui le veut, quoi. L'assimilation, c'est normal, c'est sociologiquement normal. Oui, il y a des gens qui rejoignent aussi le peuple juif. Alors attention, parce que c'est une interaction, cette assimilation, parce que quand vous voyez le nombre de non-juifs qui sont intéressés par le judaïsme, par Israël, parce qu'ils sont d'origine vaguement juive, parce qu'ils ont dans la famille quelqu'un qui est juif, etc. Et ça crée aussi un lien universel, là, pour le coup. Si, moi, c'est pas l'hébreu qui sera l'universel, c'est plutôt l'assimilation qui crée du lien universel. Là, j'ai rencontré une personne, il n'y a pas longtemps, qui vient, qui est catholique, moyenne, française, qui n'a rien à voir avec Israël, et patatras, qu'est-ce qui lui arrive? Son gendre est juif. Et patatras, ils vont partir en Israël. Donc sa fille, catholique, française depuis 1000 ans, part en Israël, et du coup ils viennent ici, parce qu'ils paniquent, ce qui est normal, et ils comprennent qu'en fait c'est pas le Moyen-Orient, c'est Israël en effet, donc ils sont plutôt contents, ils sont plutôt rassurés, et maintenant ça les intéresse entre guillemets. Voilà, enfin c'est quand même des gens qui étaient complètement étrangers aux faits juifs et aux faits israéliens, par alliance, par assimilation, et la non-assimilation, là pour le coup, deviennent intéressés. Donc il se passe quelque chose aussi autour de ça qu'il ne faut pas mépriser et encore moins rejeter. Pour finir, est-ce que vous avez l'impression de recommencer quelque chose ici, ou plutôt de vivre l'aboutissement de tout ce qui avait malgré tout couru dans votre vie jusqu'à maintenant? C'est l'aboutissement de choses que je n'ai pas faites. Tout à fait. C'est pas un renouveau, c'est l'aboutissement, ouais. C'est une suite logique et une... comment dirais-je? Je sais pas comment dire, pas une fin, mais un renouveau et en même temps un renouveau logique. Et un renouveau souhaité que j'avais pas osé faire, que j'ai pas pu faire, par le hasard de la vie, par la réussite professionnelle, par un premier mariage avec une juive religieuse qui détestait Israël, enfin c'était complètement contradictoire. Voilà. Pour tout ça, j'ai pas pu faire mon alia comme j'avais envie, puis après ça a bien marché en France, donc puis les années 80 2000 étaient très agréables en France, entre nous, ça valait la peine d'être vécu. C'est quand même un aboutissement, une suite logique, un parcours logique, intellectuel en tout cas, et émotionnel, on va dire. Et ici on ne regrette rien, pardon, vous ne regrettez pas de ne pas être venu plus tôt? Oui et non. Oui, parce que je me dis que j'ai fait partir à 18 ans, en fait, après le bac, comme mes enfants. Je pense que je les ai influencés énormément, en fait. Oui, parce que je me suis dit, à mon avis, j'aurais fait des choses, enfin, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'aurais fait à 18 ans? Je sais pas. Peut-être que j'aurais été rien de spécial, j'aurais rien fait. Peut-être que j'aurais fait plein de choses. Je vois plein de gens qui ont fait plein de choses, qui sont partis de bonheur. Je ne sais pas ce que la société israélienne aurait fait de moi, je ne sais rien en fait. Donc je me pose la question, peut-être que j'ai mal fait, j'aurais dû partir plus tôt. Puis des fois je me dis que c'est peut-être le moment, voilà. Et de toute façon ici on vit
plus dans le présent aussi, à votre avis? C'est-à-dire que là, c'est ça qui compte, ce qui se passe en ce moment? Non, on vit... Ou c'est parce que vous êtes encore... Non, on ne vit pas dans le présent, on profite du présent, mais on ne vit pas dans le présent. Il y a le passé très prégnant, je vais vous donner un exemple sur la Shoah après. On profite du présent, beaucoup plus qu'en France. C'est pour ça que le présent est beaucoup plus agréable, mais l'avenir est incertain. Mais en fait, pas plus qu'en France maintenant, mais dans le temps, c'était beaucoup plus qu'en France. Aujourd'hui, je pense que la France est beaucoup plus incertaine, l'avenir de la France est plus incertaine que l'avenir d'Israël, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et le passé est extrêmement présent. Je vais vous donner un exemple. Ma mère est rescapée de la Shoah, c'est-à-dire elle n'a pas été dans les camps, mais elle a échappé à la Gestapo, donc ici ça s'appelle rescapée de la Shoah. Et j'ai une carte d'identité, parce que ma grand-mère était un peu folle, il y a sa carte d'identité où c'est marqué juif dessus, et une carte d'identité de la résistance où les noms étaient transformés pour pouvoir survivre. Et ma grand-mère a gardé les deux. Et donc on a les deux, alors j'ai les deux au coffre-fort, mais j'ai fait une photocopie de ces deux cartes qui montrent l'histoire en fait. Baranols, c'était Baran Néros par la résistance. Et j'ai ces deux cartes, et les deux cartes je les ai mises dans la bibliothèque comme je l'avais fait en France. En fait. En France, le réflexe c'est de faire semblant que ça n'existait pas. Et là, à chaque fois qu'on a des Israéliens qui rentrent, ils voient cette carte et d'un seul coup, ils vous demandent ce que c'est. Et ils vous demandent l'histoire familiale en fait. Et donc le passé est extrêmement présent et il y a toute une graduation, y compris sociologique des grandes familles entre guillemets. On a une bourgeoisie en France, on a des nobles, etc. En Israël, c'est pas ça. On a trois catégories. Il y a ceux qui sont des vieilles familles qui sont venus en Israël depuis très longtemps. Moi j'ai un ami, il est là depuis 300 ans, sa famille est là depuis 300 ans. Ils viennent de Bulgarie et de Lituanie, c'était des ultra-religieux, ils étaient à Safed. Et lui, bon, il est laïque et tout, mais c'est une famille, 300 ans qui sont là, 10e génération ou 9e génération. Il y a ceux qui ont fait la création d'État Israël et qui ont beaucoup œuvré pendant les grandes guerres d'Israël, ça c'est important aussi. Et il y a les descendants de la Shoah. Avec une graduation, ceux qui sont dans les camps, ceux qui ont échappé, etc. Et ça, c'est fait partie je veux dire, de la noblesse israélienne, entre guillemets, pour dire que le passé est hyper structurant. C'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes une grande famille, vous êtes riche parce que vous avez 300 ans que vous êtes là, parce que vous avez donné de votre vie, entre guillemets, pour la création de l'État ou pour sa survie, ou l'histoire juive de la Shoah qui est hyper prégnante. Et vous alors, vous appartenez à quelle catégorie aujourd'hui ici? Ah, moi je suis descendant de la Shoah, mais ce que j'en sais pas, je suis aussi par ma famille dans la création de l'État, mais ça on ne connaît pas le problème. Vous vous rassemblez deux, non pas les trois, ça fait pas longtemps. Après. Non, ma famille est arrivée que pour une partie, enfin en 48 un petit peu, mais surtout en 60, donc une partie de la famille du Maroc, donc moi je suis moitié marocain, moitié polonais. Et donc on n'est pas de grande famille descendant depuis 300 ans, loin de là, c'est une migration très récente. Mais il y a une partie de la famille qui a participé à la guerre d'indépendance et il y a eu la Shoah. Finalement, ce puzzle ici se reconstitue, prend sens. Je suis en train de le découvrir avec vous en ce moment en direct. Ouais, c'est peut-être le seul endroit en effet où ça veut dire quelque chose. Et peut-être c'est pour ça que je suis là en effet.